Mon ami Vapote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces Ruskov. C'est presque qui est la plus grosse. Plus grosse voiture déjà dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Donc c'est très drôle. Corps. À corps. Corps à corps. Alors aujourd'hui, alors que toutes les lumières et tous les projecteurs sont braqués sur cette dramatique scène israélienne et la bande de Gaza, il est particulièrement intéressant de se concentrer également sur ce qui se passe aux États-Unis. Beaucoup de choses, et d'ailleurs en lien également avec la scène internationale. Je vous fais un petit récapitulatif des dernières actualités. Déjà, au début du mois, Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, a été éjectée du bureau du Capitole. Le procès de Donald Trump, un nouveau procès civil, a démarré au début de la semaine dernière. On a aussi, il y a quelques heures, le candidat Robert Kennedy, un démocrate, qui se présente finalement en indépendant. Nous avons eu également Donald Trump, qui, il y a quelques heures également, a eu un discours très fort où il accuse directement, il dit qu'au risque d'arriver à une troisième guerre mondiale, nous courons un très très grave danger d'avoir une troisième guerre mondiale, dit Donald Trump. Ce sera une guerre d'anéantissement et nous avons un homme qui ne peut même pas quitter une scène. Et évidemment, il est question de Joe Biden. Joe Biden qui est en tout cas en position de faiblesse dans cette guerre en Israël. Et puis, on va le voir et on va l'interpréter. Peut-être aussi des frémissements de questionnement sur la guerre en Ukraine qui était jusqu'à là massivement soutenue, en tout cas par les démocrates. Et encore une fois, de ce côté-là, des frémissements aujourd'hui et des questionnements. Voilà à peu près la situation américaine et voilà pourquoi il était très important d'en parler aujourd'hui avec mes deux invités qui sont de grands connaisseurs de la politique américaine. Nous sommes avec Randy Yallows, bonjour. Bonjour, enchanté. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président des Républicains du Parti républicain américain Overseas, donc au-delà de la mer et notamment en France. On va en reparler, mais vous lancez un événement en France le 10 novembre, le Worldwide Freedom Initiative, pour la liberté d'expression, pour parler de la censure, des questions d'immigration, avec de grandes personnalités telles que le président hongrois Nigel Farage, André Berkoff, Virginie Joron ou encore Nicolas Dupont-Aignan. On y reviendra tout à l'heure. Et puis nous sommes également avec Renaud Bochard. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons pris l'habitude maintenant de vous donner la parole à chaque fois qu'on tente de mieux comprendre ce qui se passe aux États-Unis et pas forcément justement dans la superficie, mais vraiment dans les tendances de fond. Vous êtes avocat, professeur de droit, auteur de Christopher Lasch, Un populisme vertueux aux éditions Michelon, et surtout et encore, puisque c'est ça aujourd'hui, vous suivez l'actualité à travers ces chroniques égrégoriennes qu'on peut retrouver sur le americasubstack.com. C'est bien cela ? C'est exactement ça, je vous remercie. Alors, à tous les deux, on va commencer. J'ai donné quelques informations d'actualité, il y en a évidemment d'autres, mais qui montrent qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment aux États-Unis. Et comme tout ce qui se joue aux États-Unis joue ensuite pour nous en France, il est particulièrement intéressant de comprendre ce qui se passe là-bas. Peut-être, je vais vous donner en introduction la parole à chacun sur ces événements que j'ai cités. Renaud Bochard, pour commencer. Beaucoup de choses. Je commencerai sur Israël en fait. Où, je pense que c'est vraiment la manifestation d'un réalignement géopolitique dont le début est plus d'ailleurs l'affaire Euromaïdan en 2014 que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et
nous sommes en train d'assister, nous voyons dans tous les terrains du monde, partout où, sur toutes les lignes de fracture en fait entre l'Occident et ce nouveau bloc, des points de tension très chauds. Là, c'est véritablement très intéressant parce que c'est la seule présence occidentale en fait au Moyen-Orient qui est dans un danger existentiel. Oui. Donc, mais on va en reparler, mais on a important. aussi avec cette guerre Hamas-Israël, jusqu'à maintenant on voyait un nouveau bloc, le bloc des BRICS, faire front ensemble contre l'Occident, on va dire, et contre notamment les Américains. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui va casser et demande à chacun de se repositionner, et finalement l'alignement des BRICS est peut-être moins évident qu'il ne l'était il y a encore quelques mois. Il est moins évident, si ce n'est quand même que derrière le Hamas il est clair qu'il y a des soutiens d'États-nations derrière le Hamas pour une opération comme celle-ci. Sans doute l'Iran, peut-être la Turquie. On sait pas. Enfin, tout ça est extrêmement trouble. On le saura en définitive, mais c'est tout ça fait partie du grand réalignement géopolitique entre, je dirais pas le camp des démocraties et le reste, puisque c'est entre des nuances de couleurs différentes, nuances de gris différentes de l'ordre techno-totalitaire. Donc, oui, alors alors là, pour ne pas perdre tout le monde, c'est votre conception en tout cas de l'Occident moderne qui est techno-totalitaire, mais d'une autre façon que la Chine peut l'être à sa façon. Donc finalement, mais bon, on va pour le moment rester simple. Randy Yellows, juste sur cette scène internationale qui en effet fait bouger les lignes et les Américains. Et alors, des pour les anciennes Américains, j'ai les anciennes alliances, je suis un peu, c'est pas aussi clair pour moi. Moi, je pense qu'il faut remonter et qu'on n'a pas précisé pour le moment, c'est quel était le rôle de l'administration Biden dans ces réconfigurations géopolitiques au Proche-Orient. C'est surtout Biden qui a réactivé les accords nucléaires avec l'Iran. Il lui a accordé, avec les soutiens des partis démocrates et défense, 150 milliards de dollars aux Iraniens, qui eux ont pu lancer des guerres de proxy à travers tous les Proche-Orient, que ce soit en Syrie, Yémen, Liban, avec la Hamas. Et avec cet argent, ils ont redémarré leur programme nucléaire. Et aujourd'hui, pendant les périodes tout ça, ça a été arrêté et mis en suspension entre le mandat de M. Trump, qui a pu s'assurer qu'il n'y avait pas de guerre ni d'agression pendant son mandat. Ensuite, on se trouve aujourd'hui à nouveau l'administration Obama-Biden, parce que c'est les anciens de Biden qui mènent la musique au sein de l'administration Biden, qui aujourd'hui encore, on vient d'avoir 6 milliards de dollars qui viennent d'être accordés à l'Iran il y a quelques semaines pour un pseudo-échange des prisonniers. C'est pour financer les activités de l'Iran et indirectement toutes leurs proxys à travers le Proche-Orient et notamment les Hamas. On doit les dire et qu'ils vont dire c'était pour une aide humanitaire. Il y avait un entretien fait par ABC News et Monsieur Khamenei, qui est le leader de l'Iran. Il lui a demandé est-ce que l'argent des 6 milliards que vous avez reçus, vous allez utiliser que pour les besoins humanitaires? Il dit non. C'est notre argent, on fera ce qu'on voudra. Donc, vous comprenez exactement ce que ça veut dire et on subit aujourd'hui cette conséquence. Les Américains, l'administration, surtout l'administration Biden et l'administration Obama, ont souhaité réaligner la situation à les axes politiques en Proche-Orient. Ils n'ont pas supporté l'indépendance d'Israël ni la montée de puissance de l'Arabie Saoudite à l'époque et ils voulaient donner un levier à l'Iran pour pouvoir faire contrepoids et aussi avec un temps donner l'arme nucléaire à l'Iran pour faire contrepoids contre les Israéliens. Aujourd'hui, M. Obama et M. Biden ont joué l'apprenti sorcier. On trouve maintenant des groupes des terroristes qui ont
eu des armes très sophistiquées. Ils ont entré en Israël, ils ont torturé, violé et tué des femmes, tué des enfants, traîné les corps des femmes par terre. Et c'est des scènes horribles. Ce qu'on a vu, c'est les plus choses. En tant que juif, ça nous rappelle les périodes des années 30, 40. Je veux dire, on vit pour chaque juif dans le monde, on se ressent ce qu'on a vécu il y a 80 ans, qu'on rappelle. Et c'est un choc. Et je crois que c'est un choc pour l'Occident parce que ça le rappelle, ça le renvoie aux périodes des Bataclan, ce qu'on a vécu. C'est un clash de civilisation aujourd'hui parce que c'est pas pour la masse. Alors, malheureusement, il y a les gauches qui est trop proche de cet islam radical, qui pour eux, ça devient, ils les appellent libérateurs. C'est quoi ces libérateurs? Ils sont pas libérateurs, ils sont des tueurs. Et dans leur charte de Damas, c'est tuer et anéantir les Juifs. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas vivre côte à côte. Il n'y a pas de solution pacifique. Il n'y a pas de solution politique avec le Hamas, ni avec le Hezbollah. C'est la destruction totale, comme l'Iran l'a prévu, la destruction totale de l'État juif et des Israéliens et des Juifs à travers le monde. Et c'est ça, ce que Biden et Obama ont donné le pouvoir à ces mots-là, et qu'aujourd'hui, on subit les conséquences. Et aujourd'hui, on a aussi malheureusement une tranche politique en France et aussi une partie de la population qui soutient les actions de Hamas. Et c'est ça ce qui fait très peur au sein de notre société, et qu'il y a les soutiens des LFI qui aujourd'hui disent qu'ils sont des libérateurs, et ils disent que c'est normal, et qu'on voit la gravité de la situation politique, et c'est ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est ces clivages je veux pas comment ça va se faire. Et aujourd'hui, je pense que les Américains, et c'est ce où j'amène, c'est la faiblesse, mais aussi c'est le résultat d'une politique d'échec des partis démocrates quand ils sont au pouvoir, que ce soit Obama qui a commencé et Biden avec l'Ukraine. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver les différents pays en morceaux. Je pense que c'est pas la fin de cette situation. On risque de voir aussi peut-être une déflagration entre la Chine et le Taïwan d'une manière ou d'une autre, parce que ça peut s'ouvrir aussi par là. On n'a même pas parlé de ça, mais je veux dire, c'est une situation qui est problématique. Je ne sais pas ce que notre invité pense de cela, mais la situation économique de la Chine est très, très problématique aujourd'hui. Ils subissent une chute non prévue depuis 20 ans de leur PIB? Produit national, de produits économiques. Brut, exactement, excusez-moi. Et qu'aujourd'hui, pour rattraper, et ils ont vraiment de grandes difficultés, et qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment gérer ces pertes de vitesse, et qu'il y a plusieurs pays, et on va être confronté à plusieurs guerres. Il y aura de l'inflation et aussi les questions des... voilà. Vous avez dit beaucoup de choses, Randy Gallows. Alors évidemment, je vais donner la parole à Renaud Bochart, mais pour que on résume un peu ce que vous dites, qui est extrêmement fort aujourd'hui et ce matin ensemble, vous nous dites finalement Biden, la politique Biden, la politique Obama a alimenté l'Iran financièrement, et ça c'est prouvé, vous avez les éléments, qui finalement est un levier aujourd'hui aux actions du Hamas. C'est ce que vous nous dites, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Et aujourd'hui, on a les preuves. Aujourd'hui, il y a des armes on a trouvé des armes américaines dont l'attaque de Hamas. Ils sont en train de faire une enquête dessus. Ils ne savent pas si ça vient de l'Afghanistan ou soit si ça vient de l'Ukraine. Ou de l'Ukraine. Et voilà. Donc aujourd'hui, il y a un transfert d'armes qui se passe entre l'Iran ou via l'Ukraine de l'argent. Et c'est tout ça, le problème de corruption qu'on a parlé de l'Ukraine avec l'argent et l'aide ça passe partout, sauf pour l'Ukraine. On dit la moitié de l'aide qui va à l'Ukraine disparaît dans la nature. Donc, c'est un vrai problème. Moi, j'avais les chiffres d'un tiers, mais c'est déjà absolument énorme. Alors, Renaud Bochart, par rapport à tout ce qui a été dit, là, on reste pour le moment sur la scène internationale. Après, j'aimerais bien qu'on amorce aussi un glissement sur la scène nationale américaine pour mieux comprendre justement tout ce qui est en train de se jouer aussi au niveau des élections présidentielles notamment. Mais ce qui joue au niveau international va évidemment influencer ces élections. Donc, Renaud Bochart, d'abord, si vous avez envie de réagir sur les différents propos de Randy Gallows.
Oui, juste une précision. En même temps, tout ça intervient, mais ça a été dit par ailleurs, mais c'est bon de le rappeler, dans le contexte de la négociation d'un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, un accord de rapprochement. Donc c'est tout à fait. Accord de normalisation. Oui. Ça fait complètement capoter cet accord qui aurait été un accord important. Oui, l'Arabie Saoudite a officiellement aujourd'hui annoncé que pour le moment, elle arrêtait en effet toute relation et toute tentative d'accord avec Israël. Oui, de toute façon, cet accord est reporté sine die maintenant. Donc ça c'est évident. Et autre chose, moi, le bruit que j'entendais sur la provenance des armes en fait qui ont été utilisées par le Hamas, serait plutôt des armes qui auraient été récupérées de la débâcle américaine en Afghanistan et sans doute effectivement une partie des armes serait de toute façon ces armes qui sont acheminées vers l'Ukraine font leur chemin un peu partout. C'est ça qui alimente d'ailleurs le fait que maintenant la Suède a un gros problème de gangs et d'armes à feu. En France, je crois que le prix au marché noir de la Kalachnikov est passé de 2500 € à 300 €. En raison de toutes ces armes, ces afflux d'armes massifs vis-à-vis en direction de l'Ukraine. Donc oui, là on est dans c'est assez ironique d'ailleurs de la part d'un gouvernement comme d'une administration comme l'administration Biden qui est aussi concentré sur l'objectif du contrôle des armes à feu et en fait qui alimente en fait une espèce d'explosion des armes à feu dans des endroits dans lesquels il n'y en avait pas. Alors, et concernant Renaud Bochart, toujours ce qu'a dit Randy Gallows concernant cette volonté des démocrates, Obama, Biden, finalement, de punir d'une certaine façon, je vais utiliser des mots un peu plus simples, Israël qui prenait un peu trop son indépendance par rapport aux Américains, et donc d'alimenter, diviser pour mieux régner, d'alimenter l'Iran. C'est une stratégie finalement que vous reconnaissez, vous, des démocrates américains ? C'est une vraie stratégie du chaos en fait. Et on s'aperçoit que les États-Unis se comportent véritablement comme un empire qui ne tolère vraiment aucune autonomie de la part de ses États clients. On le voit très très bien avec la façon dont l'Allemagne est devenue vraiment le caniche des États-Unis en Europe de l'Ouest. C'est ce que j'allais vous citer, juste une petite comparaison, peut-être un peu dangereuse de ma part, mais c'est pas grave, j'assume. L'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2, justement au moment où les Allemands pouvaient, en tout cas, avoir une relation directe avec la Russie et donc avoir une indépendance par rapport aux Américains, et là qui sont rappelés finalement à leur dépendance énergétique vis-à-vis des Américains et de leur gaz de schiste. On a l'impression que ce sont des méthodes qui ont, alors même si aujourd'hui c'est pas officiellement les Américains qui sont à l'origine de l'explosion des gazoducs, mais on sait en tout cas que eux-mêmes avaient averti, Biden avait averti que, je crois que c'est Biden, oui, ils ne voulaient pas de ce gazoduc et qu'ils feront tout pour arrêter cette utilisation. Donc en tout cas les intérêts sont là et les déclarations sont là. Donc c'est une méthode qui finalement qu'on reconnaît de ce gouvernement américain. Ah oui, de toute façon, on voit très très bien que les États-Unis sont en train de punir leurs alliés historiques, non seulement d'ailleurs Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite. On voit très très bien que l'Arabie Saoudite en fait montrait des velléités de sortir en fait de l'empire américain ou du statut d'État client de l'empire américain. Et on voit la même chose se préciser un peu partout. Alors c'est rentrer dans le rang où de toute façon on entraîne, on crée une stratégie du chaos en favorisant vos ennemis, en finançant des conflits. Donc oui, c'est vraiment, vous savez, il y avait cette expression dire que les États-Unis, Madeleine Albright était la puissance indispensable, c'est vraiment la puissance très dispensable.
Alors, Randy Yalloz, juste sur cette comparaison avec l'Allemagne et les gazoducs, et ensuite, je vous propose qu'on aille sur ce qui se passe sur la scène américaine purement, voilà, ce qui se passe autour de Joe Biden, de Donald Trump, son procès. Est-ce que cette actualité internationale va changer pour eux? Mais d'abord, Randy Yalloz, si vous voulez réagir seulement à cette comparaison avec, en effet, la stratégie américaine de punir ses alliés qui prendraient un petit peu trop d'indépendance. Il faut le dire, leurs alliés, c'est aussi leurs concurrents, quelque part. Donc, si vous mettez un peu leur contexte, ils ont détruit l'euro. L'euro et l'Europe étaient leurs concurrents, donc ils ont fait en sorte, en faisant détruire l'aqueduc Nord Stream par eux ou par un tiers, on n'aura pas la preuve, mais on a des indices parce qu'on ne sait pas pour certitude, mais ça ne peut pas se passer sans l'aide des Américains, ça je suis certain. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'économie allemande est mise à genoux. Et c'est fini. Ils n'ont plus l'énergie pas chère. Et c'était ça les clés de son succès économique. Aujourd'hui, l'Allemagne et l'Europe sont à genoux. Et aujourd'hui, on a donné l'avantage à la Chine parce que maintenant on va passer à l'électricité et que c'est la Chine qui est fournisseur de 90% des matières premières et aussi de la technologie. Donc aujourd'hui, on va voir une transformation de l'économie allemande qui subit vraiment une dégradation économique de jamais vue depuis plusieurs décennies. Et c'est la même chose pour Israël parce que Israël était les start-up nations. Ça veut dire la plus haute technologie du monde sortie d'Israël. Et depuis qu'Israël et le gouvernement de Netanyahu, vous voyez, on sort encore de problèmes politiques. C'est encore le problème qu'il y a une certaine indépendance que M. Netanyahu voulait avoir vis-à-vis de l'administration. Ils sont punis. Ils ont fait en sorte qu'ils n'allaient plus investir en Israël. Et aujourd'hui, on trouve une attaque par la Hamas qui était organisée par l'Iran et financée par l'Iran. Et qu'aujourd'hui, et en plus, on a fait signe aux Iraniens, on vous donne encore 6 milliards de dollars à quelques semaines avant l'attaque. Donc, aujourd'hui, les signaux sont clairs pour moi. Les Américains, et comme notre invité a dit, c'est la politique des chaos pour mieux régner. Israël était trop indépendant, trop même concurrentiel à un certain niveau, et qu'avec les Américains au niveau de haute technologie, comme les Allemands en Europe, donc on doit les affaiblir. Les Saoudiens aussi ont voulu s'aligner avec les Iraniens contre l'Iran. Et c'est aujourd'hui, les Américains ont joué les jeux, on va aider les Abraham Accords, et derrière, ils viennent de faire leur petit jeu de chaos. Ils ont permis à l'Iran de lancer une attaque via la Hamas pour détruire cet accord entre Israël. Parce que un accord de normalisation sur le péninsule arabe aurait été la grand-père et ce sera une période de prospérité pour toute la péninsule arabe. Et ça, on ne dit pas. Et c'est vraiment ce qui peut se passer s'il y a un paix entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et imaginez comment ça peut avoir prolongé un paix pour les Palestiniens. Et c'est ce qu'on ne veut pas, un paix pour les Palestiniens, parce qu'il n'y a pas de partenaire fiable et qu'on va faire en sorte qu'ils gardent toujours des tensions entre les différents pays avec Israël pour mieux régner. Parce que avec l'argent des pays arabes, avec la technologie d'Israël, cette région deviendra un concurrent pour les Américains. Mais il y a deux Amériques. Il y a l'Amérique de droite républicain qui reste derrière ses alliés, Israël, et aussi les Européens sont à avoir une politique destructrice. Oui, il y a les intérêts qui se jouent. Jamais dit que les Américains ne vont pas protéger leurs intérêts, mais c'est pas jusqu'à là la politique de chaos qu'on a vu qui a été employée par les démocrates Biden et Obama depuis 2 décennies, et on voit les conséquences de cette politique. Alors, vous avez parlé en effet de stratégie du chaos, tous les deux, finalement, vous êtes d'accord là-dessus, menée par les démocrates américains, Biden comme Obama, et ça me fait penser à ce mot utilisé également par Donald Trump dans son tout récent discours. Nous avions la force et la paix, donc il parle du moment où lui était président. Maintenant, nous avons la faiblesse, les conflits et le chaos. Voilà,
ce terme de chaos qui revient. D'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais ça nous fait un peu penser au discours de Churchill. Vous avez préféré l'honneur à la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. Un petit air churchillien ici dans ce Donald Trump. En tout cas, on est d'accord sur ce constat du chaos, mais ce que je ne comprends pas, c'est, vous dites que c'est une stratégie du chaos pour mieux régner. À quel moment ça sert les intérêts, ici visiblement des démocrates, que de mettre cette stratégie du chaos en place sur la scène internationale? Et pour revenir à notre sujet, à quel moment Donald Trump, lui, peut justement tirer les marrons du feu de ce chaos total et dire, voilà, pour moi, ce sera différent? On va commencer peut-être par Renaud Bochart. Oui, alors bon, sur la stratégie du chaos, en fait, on voit très très bien que les États-Unis ont réalisé que de toute façon, nous étions dans une nouvelle phase de ce que j'appellerais l'économie monde, par référence à Fernand Braudel, où effectivement tous les surplus de capitaux sont partis vers l'Asie, et on est dans un nouveau cycle qui mène, tout pointe en fait vers un nouveau centre de l'économie monde qui serait en Asie. La façon de réagir face à ça, et en fait on l'a vu à travers différentes administrations républicaines et démocrates, ça a été d'une part le fait d'essayer de recréer en fait un nouveau siècle américain, le projet pour Project for a New American Century, qui s'est effondré dans les sables irakiens. Ensuite, vous avez eu la stratégie d'Obama d'encercler la Chine avec des immenses accords de libre-échange, le TTIP et l'accord transatlantique, l'accord, je sais plus comment il s'appelait, l'accord asiatique, et le TTIP qui était l'accord transatlantique. Ça s'est effondré en fait avec l'élection de Trump, et puis nous avons aujourd'hui cette espèce de volonté de remettre de l'ordre en allumant en fait un certain nombre de conflits et en se posant en fait comme le camp des démocraties contre un camp autoritaire. Donc une espèce de volonté de fusionner l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Ukraine et les États-Unis. On voit que c'est en train de s'effondrer. Maintenant, des parts de feu se produisent un peu partout dans le monde. Oui, mais c'est des parts de feu, c'est ce qu'on a dit, sont un petit peu alimentées, volontairement ou pas, par les Américains. Et c'est là ma question. Où est la stratégie d'alimenter ces feux? Et après, c'est le chaos, ça brûle de partout. Et en quoi sont les intérêts pour les démocrates? Non, mais encore une fois, c'est vraiment un réalignement sur une ligne très dure, en fait, sur une véritable guerre froide. Il faut savoir faut comprendre en même temps que les gens qui habitent en fait juste près de chez moi à Washington, en fait, sont des nostalgiques de la simplicité du message de la guerre froide. C'est un réalignement, cette espèce d'accord, cette espèce d'affrontement bipolaire est quelque chose dont les Américains, dont les membres, ce que j'appelle les membres de l'égrégore du pouvoir, sont nostalgiques. Et alors, on est en train de maintenant le grand ennemi, c'est la Chine, mais au travers de la Chine, on a effectivement ce grand réalignement en disant il y a d'un côté le camp des démocraties qui seraient vertueuses, etc. Et encore une fois, qui ne méritent plus le nom de démocratie. Et puis de l'autre côté, cette espèce de pôle dominé par la Chine, mais avec des puissances comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite,
comme la Russie, bien entendu. Et on voit très très bien que c'est pas seulement le Moyen-Orient, sur tout le continent africain, la Turquie, par exemple, est en train de devenir la grande puissance. C'est tout à fait, c'est vraiment, c'est très très intéressant et très très effrayant ce qui est en train de se passer. Alors, Randy Alloz, comment, puisque vous êtes républicain, comment Trump aujourd'hui peut tenter, lui, et puis le reste des républicains, d'ailleurs, il ne sera pas le seul candidat évidemment républicain, peut tenter de tirer parti de ce chaos plus ou moins alimenté par les Américains sur la scène internationale. On voit les reproches qui sont faits par Donald Trump à Joe Biden. Que va-t-il se jouer maintenant notamment pour les élections présidentielles? Je pense que pendant son mandat, et il était assez clair pendant son mandat qu'il n'y avait pas de guerre. C'est le premier président depuis plusieurs décennies qui n'y avait pas de guerre avec ni la Russie, ni au Proche-Orient, et qu'il savait comment mettre les limites et stabiliser les régions et aussi fidéliser ses alliés. C'est il était à l'origine des accords d'Abraham. Oui, et avoir une politique de pacification, peut-être un peu isolationniste, mais en rassurant ses alliés qui seront là. Et quand même, il a pu, avec son caractère, sa force et la force américaine, de garder une stabilité, en assurant quand même la position de l'Amérique. On avait vu comment ils ont fait la guerre commerciale contre les Chinois avec les douanes, etc. Donc, il sait comment ça s'imposer sans les armes. Et c'est ça ce qui est clé. Et par rapport à une politique américaine bien menée, c'est dire que avec notre puissance économique, on peut avancer chacun dans son camp et chacun trouve des intérêts mutuels. Et les républicains le rappellent aujourd'hui qu'il y a le chaos. Tous les candidats partagent le même point de vue que Trump, ce qui se passe en Proche-Orient est tellement dangereux et que même les candidats qui sont plus conservateurs, plus modérés, disent il faut anéantir le Hamas. Donc, vous voyez, le message est clair. C'est comme l'ISIS et le Daesh. Aujourd'hui, il n'y a plus de discussion, il faut pas penser, c'est un façade de dire que ces personnes sont des libérateurs. Ils ne sont pas des libérateurs, ce sont des terroristes et c'est des barbares de ce qu'ils ont fait. On n'en parle pas du tout. Quand on entend dans les nouvelles, souvent malheureusement en France, on dit « Oh, il y a tant de morts d'un côté, tant de morts de l'autre côté ». On ne raconte pas du tout ce qui s'est passé dans les détails, ce qui a été subi par les enfants, les femmes israéliens, des parents, des personnes, des vieillards. Aujourd'hui, les Américains sont clairs, derrière les républicains sont derrière Israël, ils sont derrière ce qui se passe et en même temps, ils savent bien aussi qu'avec l'Ukraine, il y a un gros problème. Ils savent bien qu'il y a un problème avec la Russie. Personne ne dit qu'il y a un problème d'agression par la Russie de l'Ukraine, mais aussi, c'est pas à tout prix. Aujourd'hui, on voit bien que les Ukrainiens ont du mal sur les terrains à gagner la guerre et qu'on nourrit par hyperfusion l'économie ukrainienne et que la moitié, comme vous avez dit, un tiers de l'argent, un tiers de l'aide, on reste sur vos chiffres à vous, ont disparu et qu'ils essaient de nous dire, les démocrates, non, c'est contrôlé, c'est audité, mais non, c'est pas vrai. Mais justement, est-ce que vous sentez que même aux États-Unis, dans les sondages, dans les avis de la population, même dans les médias, moi j'avais cité dernièrement avec Jacques Beau des articles du New York Times qui changent aussi, qui retournent un peu sa veste sur ces questions-là, sur la scène internationale, sur ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'on sent finalement un changement de discours et que finalement Joe Biden serait désormais en position de faiblesse? Oui, mais c'est prévu, vous savez. Biden, c'était dans une chaise éjectable. Avec tous ces casseroles qu'il a, on savait que c'était une casserole éjectable qu'il allait passer par la fenêtre à un moment donné, comme on dit. Voilà, parce que avec tout ce qui fait aujourd'hui, ils vont essayer de trouver et ils sont en train de préparer M. Newsom. Gavin Newsom, c'est le gouverneur de Californie aux États-Unis. Il est en train d'adoucir son discours. Même au niveau du work, il a commencé, c'est un État extrêmement radical sur tous ces points-là, mais ça va être les mêmes politiques qui sera menée par ce qui était Obama et Biden. Monsieur Newsom est un homme dangereux et qui va mener le même genre de politique. On revient à Monsieur Robert Kennedy.
vous savez, M. Kennedy a voulu avoir un primaire. Ils sont en train d'empêcher un primaire démocrate parce qu'ils ont peur de M. Robert Kennedy, parce qu'on lui donne 10 à 15% du vote du camp démocrate. 10 à 15%. Parce qu'il ose dire des choses que les autres ne disent pas tout de même. Donc, oui, mais en plus, vous devez savoir, chaque candidat présidentiel bénéficie d'une protection policière pour sa protection. Et il est le seul. M. Biden ne lui fournit pas. Il avait déjà une tentative de meurtre contre M. Robert Kennedy il y a quelques semaines et que depuis lors, ils n'ont même pas encore la protection. Donc, ils savent très bien qu'il est menacé. Ils lui fournissent pas la protection policière parce que il fait en sorte qu'il dépense son argent sur sa propre sécurité. Ils le mettent en danger et il préfère faire une campagne. Aujourd'hui, il a déclaré, je crois hier ou avant-hier, qu'il va se présenter en compte indépendant. Oui, tout à fait. Je lui souhaite bonne chance parce que les démocrates méritent mieux. Ils méritent un homme comme M. Robert Kennedy. Ça, c'est un vrai démocrate, un vrai patriote démocrate. Il a tout le respect en tant qu'Américain et moi, je lui donne chapeau à M. Kennedy pour représenter les démocrates. Mais oui, donc comme vous l'avez dit, en position en danger direct, Robert Kennedy qui se présente en indépendant et qui n'a pas le droit à une protection, surtout quand on connaît l'histoire de sa famille. Renaud Bochard, à ce sujet, sur les élections, Joe Biden en position plus ou moins de faiblesse, mais homme de paille finalement, qui était sur un siège éjectable et bien prévu pour être éjecté au moment venu. Robert Kennedy, qui est interdit de se présenter à la primaire et qui donc se présente de manière indépendante. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus ? Oui, plusieurs. Bon, d'abord, c'est peut-être très bien qu'on fasse un retour sur un pivot vers la politique nationale. La candidature, enfin Biden, oui, de toute façon, il a été un candidat pantin depuis le début. Mais pantin de qui, moi, c'est toujours, pardon, je vais vous faire la grosse question. Ah, oui. Non, mais c'est ça. Ma réponse, ce serait de ce que j'ai appelé que plutôt Enes Lyons, dont je traduis le texte, a appelé l'égrégore, qui est cette espèce de nouveau de pouvoir très très diffus, dont on peut pas désigner en fait les têtes de ce pouvoir. C'est une espèce de force, et plus une espèce d'emprise en fait collective sur la totalité des preneurs de décision dans le monde. Et en fait on retrouve cette espèce d'égrégore un peu partout, avec il est très très concentré à quelques kilomètres de chez moi ici, mais on est vraiment dans un hub ici, d'où les chroniques égrégoriennes, je fais pour que tout le monde comprenne. Exactement. Et non, je suis pas sûr, moi, en même temps que Biden soit remplacé avant. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il soit pas sur la ligne de finish. Je pense qu'il sera remplacé. Quand est-ce que avant la prochaine élection ou après? Je n'en sais rien. Je suis pas sûr que on voit finalement Biden remplacé par Newsom, ou alors ce serait comme Dark Horse candidate. En fait, je dirais que tout ça n'est pas très important, puisque de toute façon Newsom sera à peu près le même pantin désarticulé, moins sénile, c'est évident, que Biden. Oui, c'est sur la candidature de RFK Jr. est très très intéressante. D'abord, effectivement, le fait qu'il ait été candidat à la primaire démocrate, ce qui me paraissait impossible depuis le début, et qu'il sorte du bois en préparant une candidature indépendante, ce qui risque effectivement d'être une sérieuse épine dans le pied pour le Parti démocrate. Mais encore une fois, moi je me demande si on voit très très bien que pas l'air inquiet par ça, et on voit très très bien pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas en fait
Bon, tout est possible. Parce que la fraude massive. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Kennedy Junior a quand même dénoncé une corruption grave au niveau de l'État américain. Donc il a beaucoup de choses à dire. De toute façon, ce sera intéressant que tous puissent l'entendre que tous les Américains puissent l'entendre sur son discours, sur son dernier livre qu'il a produit. Et donc là, on voit un candidat qui est vraiment en danger pour le coup, puisqu'il a des choses qui sont tellement embêtantes, on va dire, des conflits d'intérêts tellement graves, que on se demande s'il n'est pas en danger direct aujourd'hui, surtout s'il n'a pas de protection assurée par l'État. Et bon, enfin voilà, il y a une vraie question pour le candidat Kennedy de ce côté-là, Renaud Beauchard. La question de la sécurité, oui, de toute façon, c'est évident. Enfin bon, moi j'ai assisté à une conférence de RFK Junior il y a 18 mois, longtemps avant qu'il devienne candidat, et il a quand même un service de sécurité qui est assez impressionnant. C'est très impressionnant dans la même pièce que RFK Junior, parce que vous avez vraiment, d'abord il arrive plus tard, et vous avez vraiment des armoires à glace qui arrivent à côté de lui. Enfin, et puis c'est vraiment le candidat le plus intéressant chez les démocrates depuis tout parti confondu depuis très longtemps. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, il pourrait aussi aller glaner des voix des Républicains, puisque les Républicains ont été quand même les rares à avoir porté certains dossiers, notamment ce qui se passait avec Twitter, les mensonges de Twitter sur les questions vaccinales, etc. C'est aussi le travail qu'a fait Robert J.F. Kennedy, et c'est vrai que là-dessus, bon, il va y avoir, il y a des choses à attendre de ce côté-là. D'ailleurs, Randy Hallows, qu'est-ce qu'en pensent les Républicains? Est-ce que ça peut être un danger aussi, la candidature de Kennedy pour les Républicains? Moi, c'est certain qu'il y a certaines voix, je dirais, indépendantes qui votent plutôt républicains, peuvent être tentées de voter pour Kennedy à un moment donné. Ça, je le dis pas, je le nie pas. Je pense que ceux qui sont indépendants et qui ont tendance républicaine, si ils aiment bien, c'est sûr qu'il a des qualités qui aussi sont chez M. Trump qui est semblable. Il est contre la corruption à DC, il est contre, voilà, donc il représente des choses qui sont des valeurs importantes pour les Américains. Au moins les Américains patriotiques, on considère qu'il le considère comme un patriote. Il a même été évoqué, est-ce qu'il devrait être vice-président de M. Trump? Il y avait quelques commentateurs qui ont dit ça à un moment donné. Ce serait particulièrement disruptif. Oui, c'est dans les débats, mais honnêtement, peut-être ce sera pas une mauvaise chose un jour, mais je pense que c'est pas possible. Et je le dis pas, je dis qu'en tant qu'homme, je l'aime bien. Je trouve que c'est un homme de valeur. Je trouve honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui change de tous les démocrates. On n'a pas vu un homme comme ça depuis des décennies et que ça change tout. Et votre invité a raison de dire. Non, moi, ce que j'aime, parce que je dis que, vous savez, il faut donner beaucoup. On ne parle pas des crédits à Trump. Vous avez parlé des procès. Vous imaginez tout ce qu'il subit, M. Trump, pour faire face à ce qu'il doit faire, pour pouvoir garder aussi toute son énergie, sa détermination, sa résilience dans l'élection de 2024. Je veux dire qu'il sait bien que les Américains lui font confiance. Il est à plus que 10% dans les sondages contre M. Biden. Malgré tous les procès, il passe ses journées dans un procès devant le tribunal à New York, et il n'a même pas besoin de faire campagne, et il a en tête à 10% dans les sondages. Donc, vous rendez compte comment les Américains le soutiennent. Ils comprennent bien ce qui se passe aux États-Unis, et c'est là la vérité. C'est là où on va voir. Aujourd'hui, il y aura une autre problématique, mais ça, on viendra, et c'est ce qui se passe. Il y a toutes les problème, c'est au niveau des élections, la gestion des élections qui vont avoir en 2024. On aura peut-être un autre moment, on va pas pouvoir en parler aujourd'hui, mais ça aussi, c'est toute cette les paysages politiques et toute la gestion des élections, des votes, etc., qui vont se poser questions dans les mois à venir. Il y a beaucoup des réformes qui ont eu lieu. Les républicains font du travail. On se rend compte aussi que pour la censure, c'est très intéressant, mais on n'en parle pas dans la presse française, c'est que les Américains, les États, et c'est ça ce qui, au moins grâce à ça, on a les États républicains
qui mènent des combats judiciaires contre les gouvernements fédéraux et qu'ils ont pu gagner une décision très importante pour interdire l'intervention de l'État auprès des réseaux sociaux, plusieurs administrations, que ce soit les FBI, la Maison Blanche, les centres de santé, tous ceux-là qui ont influencé illicitement les différents réseaux sociaux pendant le Covid, même pendant les élections, ont interdiction de contacter et de prendre contact avec les réseaux sociaux. Vous imaginez, c'est de jamais vu, mais ça, on peut faire confiance. C'est ça, on regarde. On peut, pour moi, en tant qu'avocat, moi-même, je donne de l'espoir à la justice américaine. Je peux dire il y a injustice. Au moins, il y a quelque chose. J'aimerais voir ce genre de tendance en Europe, qu'on voit ça, qu'il y a ce genre d'indépendance qu'il peut en avoir et qui faire face, qui agit comme un vrai contre-pouvoir. C'est ça, les judiciaires qui doivent agir aux États-Unis. Et on va voir le rôle. Ça, je considère que cette année, cette élection, c'est peut-être une des élections depuis plusieurs années les plus importantes de l'histoire de l'Amérique. Et ça, beaucoup va se jouer. Je ne sais pas ce que notre invité pense, mais pour moi, c'est une des plus importantes élections depuis plusieurs décennies. Et oui, parce qu'on arrive à un moment et on arrive aussi à la conclusion de ce corps à corps. Et évidemment, on va vous redonner tous les deux la parole parce que c'est absolument passionnant et qu'il faut suivre ce qui se passe là-bas. Mais on arrive à un moment, comme vous l'avez dit, l'éclosion d'une vérité. Alors, ce sera soit le chaos, soit un retournement de situation fort, mais et sur la scène internationale, où on est dans cette stratégie du chaos, où tout explose et donc ça ouvre des yeux dans un sens comme dans l'autre, et sur la scène nationale avec cet élément perturbateur qui est JF Kennedy qui lui aussi veut apporter un discours nouveau avec ce que le procès Trump, voilà, beaucoup de choses et les procès, comme vous dites, qui donnent raison aux républicains. Voilà, beaucoup de choses qui font que sur la scène nationale comme sur la scène internationale, on est en train, les Américains en tout cas vont pouvoir ouvrir les yeux, et c'est là où on se demande si finalement il va pas y avoir un grand retournement et une grande retournement justement de cet égrégore, Renaud Bochart. Est-ce que vous pensez qu'on peut finalement renverser cet égrégore, pour utiliser votre terme? C'est une très bonne question. Je pense que c'est plus une question de est-ce qu'on peut en fait se cacher vis-à-vis du déferlement des puissances techno-totalitaires, ou de ce que j'appellerais une internationale transhumaniste, qui d'ailleurs attesté par le fait que les grandes questions du jour sont des questions très eugéniques. Donc là, c'est plus une possibilité de pouvoir continuer en fait à se dissimuler, à échapper en fait à cette emprise qui est d'ailleurs il y a un auteur que j'aime beaucoup, Paul Kingsnorth, qui a écrit un remarquable essai sur l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi, nous entrons dans les premières élections de l'intelligence artificielle, qui serait tout un sujet pour une émission à part entière. Ouais, on en reparlera avec vous. Dans lequel Kingsnorth en fait compare en fait l'intelligence artificielle avec l'apocalypse et le règne d'Ahriman, en fait, qui serait en fait une incarnation du démon. Enfin, c'est absolument l'apocalypse qui veut dire révélation. C'est pour ça que je vous posais cette question, Renaud Bochart. Exactement. Est-ce que finalement ces frémissements sont l'arrivée soit par le chaos, soit par une apocalypse négative, soit par une révélation, l'arrivée de la lumière et le fait qu'on comprenne un peu ce qui nous arrive? En tout cas, question ouverte, puisqu'on n'aura pas le temps de disserter aujourd'hui. Juste une dernière chose, Clémence, un nom qui n'a pas été cité, qui me paraît devoir être creusé un peu, c'est le Vivek Ramaswamy, qui a été une des grandes révélations pour l'instant de cette campagne, qui est candidat à la primaire républicaine et qui talonne DeSantis et qui se présente d'ailleurs déjà comme le candidat à la vice-présidence si Trump n'est pas invalidé. Et vous en pensez quoi alors? C'est quelqu'un qui mène une campagne assez remarquable. Je suis pas d'accord avec le fond de la pensée de Ramaswamy, mais je trouve que c'est
un phénomène assez rafraîchissant, qui avait écrit un très très bon livre qui s'appelle Woke Inc. C'est sans doute l'un des meilleurs livres écrits sur le wokisme. C'est sur le fait que c'est en fait une arme du pouvoir. De destruction. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Évidemment, comme je l'ai dit, sujet à suivre absolument fondamental sur ce qui se passe sur la scène nationale. J'ai une dernière observation. Allez-y, oui, bien sûr. OK. Nous souhaitons vous rappeler qu'il y aura Madame Kristi Noem, le gouverneur de South Dakota, qui est pressentie pour la vice-présidence, qui va venir parler aussi à World Freedom Initiative le 10 novembre. C'est WFI2023.org. Et que M. Ramaswamy aussi doit confirmer s'il peut venir parce qu'on est en contact avec lui. Peut-être il interviendra aussi dans notre conférence. Donc, on espère vraiment avoir des intervenants très, très intéressants sur plusieurs sujets. Et j'espère voir vos auditeurs et aussi votre radio sera là pour nous suivre à cette conférence. Évidemment qu'on sera là pour ce moment important. Ça va être très intéressant. C'est assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on l'organise et j'espère vous voir tous là-bas le 10 novembre. Alors, redites le site on va le dire en français, WFI2023.org. WFI 2023.org. C'est bien noté. Merci, Randy Gallows, président des Républicains Overseas. Merci à vous, Renaud Bochart. Et on continuera de suivre ce qui se déroule aux États-Unis et sur la scène internationale avec vous une prochaine fois. À très bientôt.